Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue bien bas et je vous dis bienvenue dans ce premier numéro d'une série d'émissions spéciales que la Chaîne 3 va consacrer à la cybersécurité et à ses défis pour notre pays. Je suis Reda Menassel et en compagnie de Hakim Ben Moussa derrière la vitre, nous allons tenter pendant une heure de temps de nous intéresser à un sujet crucial, la protection des données personnelles. Avec l'entrée en vigueur le 10 août 2023 de la loi 1807, notre pays, vous le savez, a franchi une étape significative pour garantir la confidentialité de nos informations. Cette législation vise en fait à encadrer le traitement des données à caractère personnel, tant par les organismes publics que privés, afin de protéger les droits des Algériens, nos droits. Cependant, de nombreuses questions subsistent. Quelles informations sont considérées comme des données personnelles? Quels sont nos droits en matière de protection de ces données? Comment les entreprises doivent-elles gérer ces informations? Et enfin, et surtout, quelles mesures pouvons-nous prendre au quotidien pour protéger notre vie privée en ligne? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir trois invités de choix. En l'occurrence, Madame Hajar Boukhari. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur en informatique et IT manager chez PwC. Tout à fait. Marhaba bik. À ses côtés, Monsieur Abdou Soudaki. Alors, quant à vous, vous êtes directeur des opérations chez EKSEC et formateur en sécurité de l'information. Et enfin, et non des moindres, Monsieur Riles Mahleb. Alors, quant à vous, vous êtes expert en cybersécurité, consultant chez Keystone. Et surtout, vous allez nous accompagner durant cette semaine. Bonjour Reda, ça fait plaisir. Allez, messieurs, dames, balle au centre. On va commencer par essayer de vulgariser au maximum, en direction du grand public. C'est quoi une donnée personnelle en fait? Riles. Ok, très bien. En fait, une donnée personnelle, elle peut être de plusieurs types. Donc, il y a une donnée personnelle donc directe ou indirecte. Donc, déjà, c'est classifié en deux grandes catégories. Une donnée personnelle, c'est votre nom, votre prénom. D'accord. Ça, déjà, c'est une donnée personnelle, un caractère personnel. Vous avez votre numéro de téléphone, vous avez votre peut-être adresse IP, vous avez donc, il y a plusieurs types de données à caractère personnel. La première donnée qu'on pourrait citer comme étant une donnée personnelle directe, c'est le nom. Donc, une adresse email nominative. Ça vous identifiez directement. Après, vous avez... Ça va prendre son importance voilà, par exactement, la suite, quand on parlera de signature exactement, électronique, etc. exactement, On va y venir. Exactement. Et vous avez d'autres types de données, par exemple, comme une adresse IP qui est associée à vous, un numéro de téléphone. Il ne vous identifie pas directement, mais peut-être dans certaines plateformes ou certains contextes, En tout cas, pénalement, Exactement. maintenant, ça a valeur d'identification. Exactement. C'est-à-dire que si on commet un délit, entre guillemets, en utilisant votre numéro de téléphone, Voilà. vous êtes pénalement responsable. Voilà, exactement. Donc, principalement, c'est ces deux catégories de données. Après, je pourrais laisser peut-être... Oui, Hajar, si vous avez des informations en plus. Alors, plus généralement, et pour expliquer, on va dire, au grand public ce qu'est une donnée personnelle, c'est juste la donnée qui permet d'identifier une personne. Donc, si telle donnée nous permet de reconnaître Reda, ça veut dire que c'est une donnée personnelle. Si ça ne permet pas de le reconnaître, ça peut aussi être classé comme donnée personnelle si elle est reliée à d'autres données. Et donc, nous, quand on essaie de Par exemple, des données cartographier... relatives à ma santé, par exemple. Tout à fait. Relatives à mes dettes, éventuellement avec la à la banque, santé, etc. à ton téléphone, le numéro de série, éventuellement le numéro de téléphone, comme a dit notre collègue ici. Et donc, voilà, tout ce qui peut identifier la personne. Abdou? Merci beaucoup. Donc, pour moi, la donnée personnelle ou bien la définition, telle qu'elle est dans la loi, c'est toute information qui peut identifier une personne directement ou bien indirectement. Donc, on peut trouver 4 catégories de données à caractère personnel. Très bien. Ce sont les données personnelles, les données financières, les données professionnelles, telles que le CV et la photo. Le CV est considéré Oui, comme une donnée bien personnelle. sûr. D'accord. Et aussi les données sensibles, ce sont les données de religion, les convictions religieuses, aussi les données de santé. les données sensibles. Très bien. Alors, Riles, est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs cette fameuse loi 1807? Pourquoi est-ce qu'elle a été promulguée? Pourquoi est-ce qu'il y avait une espèce d'urgence pour essayer d'encadrer tout ça? Et surtout, pour ce qui intéresse nos auditeurs, qu'est-ce que ça change dans notre quotidien? Très bien. Donc, il faut comprendre en fait que cette loi, elle est là pour protéger nos données en tant que citoyens. Ça, c'est déjà la première chose. Parce qu'on a droit de savoir déjà quelle donnée a été utilisée, pour quelle finalité elle a été utilisée, dans quel contexte elle a été utilisée, et est-ce qu'on est consentant de cette utilisation de la donnée.
Et il y a aussi des enjeux, ça c'est des enjeux donc nationaux et c'est des enjeux qui touchent aux citoyens. Il y a d'autres enjeux aussi qui sont internationaux, parce qu'il y a certains échanges donc à l'international qui nécessitent donc que le pays ait une, on va dire, autorité de protection de données à caractère La personnel. fameuse ANDPT. Ah, exactement, exactement. Donc voilà, principalement c'est ça. Après, je laisserai. Alors, Hadja. peut-être, bon, ces lois de protection de données, elles sont plus ou moins connues partout dans le monde. Oui. Et il y a une spécificité à l'Algérie D'accord. qui est la territorialité. Donc, la loi de 1807 est territoriale. Elle protège les données à caractère personnel des personnes en Algérie. Elle protège les données de chaque personne qui est résidente en Algérie. Donc, si on est en Algérie, on a les droits garantie que vient de citer Riles et on a aussi le devoir en tant qu'entreprise par exemple de se conformer. Donc en tant qu'individu on a le droit de savoir et en fait on a plusieurs droits que garantit cette loi et en tant qu'entreprise on a le devoir de se conformer selon les... C'est-à-dire l'entreprise ne peut pas récolter n'importe quoi, Tout à n'importe fait. comment. Maintenant c'est régulé et on a une tutelle qui gère tout ça via l'ANDPD qui demande des déclarations de conformité et qui, par cette occasion, oblige les entreprises à se conformer pour garantir ce droit aux individus. On va commencer justement par les individus en question. En fait, la loi parle de 3 droits spécifiques. En l'occurrence, le droit d'accès. J'ai le droit d'avoir accès à mon information. Voilà. J'ai aussi le droit de rectification. Exactement. Et enfin, et non des moindres, ça, il est hyper important, Abdou, le fameux droit à l'effacement. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu chacun de ces volets? Bien sûr. Bon, le droit de l'information, ou là, le droit à l'information, c'est quoi? C'est que les responsables de traitement, ou bien les organismes publics ou bien privés, doivent informer les citoyens, les données, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs données personnelles. On prend un exemple. Pour un recrutement, on revient par le sujet du CV. Donc, on doit savoir ce CV, comment il est traité, comment il est géré, à combien de temps aussi. Donc c'est ça le droit à l'information. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le garder ad vitam aeternam. Exactement. Donc le droit à l'opposition, c'est ou bien le droit à l'effacement. Si on n'a plus besoin de ce CV, on doit le supprimer avec des mécanismes et d'une façon, de la destruction de la donnée d'une façon licite et loyale, c'est ça. Et La rectification. La rectification, on peut à tout moment, c'est-à-dire je suis Soudaki, mon nom Soudaki et je vais le changer. On a Soudaki avec le I, 2 I par exemple. Là, j'ai le droit de rectifier mes données à caractère personnel, c'est ça. Très bien. Et l'effacement, donc? L'effacement, c'est l'oubli, c'est le droit à l'oubli. C'est la même chose. Donc, si on... Alors, à ne pas confondre avec le droit à l'oubli pour la présence numérique sur les réseaux sociaux, etc. C'est complètement autre chose. Oui, le droit à l'effacement, on peut demander aux responsables de traitement d'effacer des données s'il n'y a pas une finalité ou bien une base légale de ce traitement. Et si la durée de la conservation a été... comment dire? C'est-à-dire que j'ai envoyé mon CV à votre boîte il y a 2 ans. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de le supprimer de votre base de Bien données? sûr, j'ai le droit de le demander légalement. Légalement, oui. C'est ça. Riles. Justement, notamment par rapport à la modification d'informations, ainsi qu'à l'information et à la suppression. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont vérifiées. Donc, notamment la MPDP, elle demande une schématisation du traitement de cette information. Le CV, il est traité comment? Donc, comment il est récolté, où il est stocké, pour combien de temps il est stocké, et quand est-ce qu'il est effacé. Et Thanit, donc, ce traitement en question, c'est un traitement qui va appartenir à des directions dans une entreprise. Ce traitement, il peut appartenir à la direction RH dans une entreprise. Il y a des traitements qui vont être, par exemple, respectivement de chaque entreprise et de chaque activité. Donc on pourra retrouver, par exemple, les telcos, il y a les numéros de téléphone, les appels, etc. Tout ça, c'est des traitements. Donc c'est des traitements. De la donnée, exactement, de la data, la donnée. Et donc l'objectif dans tout ça, c'est de clarifier le traitement en question, tout organisme et toute direction. Et la clarification de ce traitement, d'ailleurs il y a des traitements qui peuvent avoir des sous-traitements, donc après par la suite. Et c'est là sa subdivision et c'est là qu'on aura une architecture ou bien ce qu'on appelle une cartographie
des données. Où est-ce qu'elles se trouvent, les données, au niveau d'une entreprise. Grosso modo, c'est une map Voilà. qui permet aux Voilà, informaticiens exactement. comme vous de Exactement. savoir où est stocké telle Exactement. data, à quel Exactement. moment et surtout comment y accéder. Après, il faut bien préciser aussi qu'il y a deux supports. Donc, il y a un support numérique, il y a un support hard, un support papier, physique, voilà. Donc, la donnée, comme elle peut être papier, comme elle peut être aussi sur un CV électronique. Donc, les deux sont des données à caractère personnel, rien ne change. Qui sont soumises exactement aux mêmes injonctions. Exactement, voilà. Très bien, bah justement, ces obligations, là on va passer de l'autre côté du miroir, on va s'intéresser aux obligations des responsables de traitement, c'est-à-dire vous, dans votre pratique quotidienne. La première, c'est il faut avoir le consentement explicite. La deuxième, c'est évidemment veiller à la sécurité des données. Et la troisième aussi, c'est la notification de violation. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Rilas puis Hajar. Ok, très bien. Donc, pour la collecte de l'information, donc pour justement la notification donc, de violation, en fait la NPDP elle l'oblige, ou elle cite donc directement, il y a un formulaire d'ailleurs qui s'appelle le formulaire de violation d'information. Donc auquel cas il y a une violation d'information, on est obligé de tenir courant donc la personne, donc que ces informations ont été leakées, peu importe la manière dont ça a été fait. Et aussi la NPDP, après, de l'autre côté. Donc il faut aussi notifier la NPDP que voilà, il y a quelque chose... Restant sur le CV, il y a mon CV qui se balade sur les réseaux, alors que... voilà. En fait, des fois, ça pourrait être même plus grave que ça. Donc, oui, voilà, on a pris l'exemple du CV juste pour schématiser et que nos auditeurs comprennent. Voilà, exactement. Donc principalement, c'est ça. Donc par rapport aux violations d'informations, sinon je laisse revenir sur... Alors en fait, quand il y a violation, il y a l'obligation d'informer. Il y a, bien sûr, c'est un processus formel, donc il y a bien sûr, comme vient d'expliquer Rilas, c'est un formulaire qu'il faut renseigner. Le délai est de 72 heures, donc on n'a pas le droit de dépasser ce délai. Et ensuite, il faut informer les gens. Et ça, c'est les DSI que vous êtes qui se chargent de ça? C'est le responsable de traitement qui est désigné. Alors là, c'est un sujet, je ne sais pas si on va en parler. Bien sûr, on a 1 heure de temps, voilà. On va vraiment ratisser là. C'est le responsable de traitement qui est désigné par le chef de l'entreprise. Tout dépend des fonctions de chacun. Bon, en ce qui concerne la violation, il faut renseigner le formulaire, renseigner les personnes concernées et informer la tutelle via ce formulaire au bout de 72 heures. Il faut aussi préciser, en fait, il faut renseigner comment ça s'est fait et il faut aussi préciser voilà, une enquête qui doit être rédigée en fait, voilà, et stockée. Et ensuite, il faut préciser des mesures de correction parce que c'est une violation, peu importe ce qui s'est passé. Il faut faire en sorte que ça ne se reproduise pas. C'est ça. Il faut avoir les lessons learned from this et proposer une solution et la mettre en place. Donc s'il y a eu un data leak, voilà ce qui s'est passé, voilà la brèche et voilà comment on l'a corrigé. J'avais assisté à une conférence que tu avais donnée, Rilas, il y a quelques mois, où tu expliquais et tu faisais une analogie avec l'inspecteur Colombo, en fait. Vous avez des process, vous-même, en tant que responsable de cybersécurité, pour vraiment mener l'enquête, mais vraiment au sens cinématographique du terme, hein, en suivant des process, etc. Est-ce que tu peux expliquer ça à nos auditeurs? En fait, par rapport à la gestion, ça c'est plus une procédure de gestion incident. Donc, faut déjà comprendre l'incident. Les blue team, red team. Oui, bon, ça c'est une, on va dire, c'est le jargon technique, Anna, donc on utilise entre nous. Il fallait ça a leaké, voilà. Exactement. pour se différencier un petit peu. Mais on a, comme tu viens de le dire, Reda, il y a les blue team en fait. Il y a plusieurs professions même à l'intérieur de cette équipe, mais principalement il y a un profil de forensique, on va dire d'une certaine manière, l'enquêteur. Les experts. Exactement, les enquêteurs. En fait, la mission en question s'agit, on a remarqué un data leak, il y a quelque chose qu'on a remarqué donc à l'extérieur. D'inhabituel. Voilà, d'inhabituel. Il y a un client qui s'est plaint de ses données qui fuitent, etc. On prend ça en considération et l'entreprise, donc le responsable du traitement en question, doit enclencher une mission de threat hunting, on va dire de la chasse aux menaces, ou là, de la chasse aux threats. D'accord, aux menaces, c'est ça. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement chercher dans son système, est-ce qu'il y a quelque chose de malveillant qui est en train de tourner? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été installé, quelque chose qui a été mis ici pour voilà, faire leaker les données en question. Comment ça se fait concrètement? C'est tout simplement, c'est une procédure, on vient chercher les IOC.
ou bien les IOA. Les IOA, c'est les indicateurs de compromission ou là, les indicateurs d'attaque. Les indices, grosso modo. Exactement, les indices, en grosso modo. Les indices, en fait, on les trouve principalement dans les lignes de log des serveurs, donc de l'actif, on va dire, donc de l'élément où la donnée qu'elle a été stockée au départ. Donc si elle a été divulguée... ça a été modifié, donc il est rentré par là. Voilà, exactement, parfait. Donc il y a quelque chose, maintenant. Voilà. Tout simplement, on suit avec la trace jusqu'à élaborer toute une timeline d'attaque. Donc, le départ à la fin. Et essayer d'associer une chronologie, en fait, des événements. Exactement, une timeline, une chronologie des événements. Et tout ça se traduit dans un rapport technico-légal. Donc, c'est un rapport qu'on doit donc livrer à l'entreprise en question. Et à travers ce rapport, donc, qui sera donc même acceptable devant un juge parce que c'est une preuve. C'est recevable. C'est recevable, exactement. C'est recevable, c'est une preuve. Et ça va permettre à l'entreprise donc, de remédier donc, aux problèmes de sécurité, de closer les brèches, en fait, voilà. exactement, et d'avoir un plan d'action dans ce sens. Exactement. Donc, je rajoute que le processus de gestion des incidents, les incidents, c'est incidents de sécurité, il peut être même en interne. Des fois, c'est pas la peine d'aller vers des data leaks. Des fois, une personne de l'interne a supprimé, soit délibérément ou bien par faute, des données à caractère personnel. Ça arrive, ça. Bien sûr. Il faut avoir un processus de gestion des incidents, soit même par exemple un incident, un incendie qui peut nuire à les données à caractère personnel, ça veut dire un serveur qui s'est crashé, donc il y a des données, les données personnelles là, ils sont supprimées par exemple là. Donc on doit notifier les personnes concernées aussi. On doit aussi notifier la MPDP, l'Autorité nationale de protection des données personnelles. Donc le processus, c'est pas juste de l'IT, c'est ce que je veux dire. Il faut toute une équipe, la direction générale, les directeurs des structures doivent avoir l'idée que les données à caractère personnel, c'est une responsabilité partagée et qu'on doit protéger les données à caractère personnel des personnes contraintes. Et souvent dans les entreprises, on va dire les plus avancées, les plus développées, qui ont une certaine maturité et qui ont surtout le budget qu'ils peuvent se permettre, ils ont une direction de protection, ce qu'on appelle la direction des opérations ou la direction de sûreté, qui protège les biens et les personnes. Et souvent quand il y a des incidents comme ça, c'est en collaboration avec l'équipe de cybersécurité qu'ils procèdent à l'enquête. Donc que ce soit un incident physique ou électronique, donc informatique, ils mènent l'enquête ensemble. Et souvent, la brèche n'est pas forcément informatique. On peut avoir le système informatique le plus robuste qu'on a sur Terre et tu as un collaborateur qui consulte avec un écran ouvert dans le bus et tu as des gens qui filment derrière. Ça, il faut vraiment... ça arrive, ça c'est des cas que vous avez croisés au quotidien? Oui, c'est des cas qu'on a croisés, des fichiers clients qu'un collaborateur, peut-être junior ou un stagiaire, a oublié de ramasser à l'imprimante. Maintenant, alors une fois, moi j'ai eu les fameux mails groupés, j'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé en mail groupé pratiquement toute la base de données hyper secrète de l'entreprise. J'ai été surpris de recevoir ça. Ce qui arrive souvent aussi, c'est que par exemple, moi je m'adresse à Reda et j'ai 3 Reda dans mes contacts et je clique sur le premier, je pense parler au journaliste alors que c'est le... D'accord. C'est ça. Et bon, c'est peut-être pas très grave si la personne n'a pas de mauvaises intentions. Ou n'a pas accès à des données hypersensibles non plus, voilà. Mais si c'est quelque chose qui viole les données personnelles, je suis dans l'obligation de le signaler. C'est-à-dire que moi, je dois remonter au responsable de traitement et je dois aussi expliquer comment ça s'est passé, informer la personne qui a reçu ces données-là et lui demander de les supprimer par un mail officiel, etc. Donc, toutes ces enquêtes-là relèvent de l'informatique, mais pas que. Parfois, en fait, on est peut-être mieux qualifié pour les détecter, mais souvent, on ne travaille pas seul. Très bien. On fait une petite pause et on revient. Allez. On continue notre premier chapitre sur 5, sur une série d'émissions qui va s'intéresser à la cybersécurité. Le premier chapitre d'aujourd'hui s'intéresse à la protection des données. Nous sommes en train d'en parler avec Madame Hajar Boukhari, Monsieur Abdou Soudaki et enfin et non des moindres, Monsieur Riles Mahleb qui va nous accompagner durant toute cette semaine. Alors, on va revenir à la NDPD. Alors, ça je ne savais pas, mais il existe des sanctions de non-conformité
Alors, ça peut prendre la forme d'amendes financières qui peuvent vraiment atteindre des sommes significatives, hein, et aussi des sanctions pénales. Riles. Effectivement, donc il y a des sanctions donc, adossées directement à cette loi quant à la violation de ces données. Et je pense que si je me rappelle bien, il y a je pense une sanction qui peut aller jusqu'à 50 000 dinars ou 5 000 dinars je pense, mais qui peut aussi être... Qui peut grimper aussi. exactement, Voilà. qui Par peut traitement. par traitement. Ah là exactement. Et là il vient de mentionner quelque chose de très important, par traitement. Parce que si vous perdez une donnée, on va dire si c'est 1000 dinars, d'accord, mais si vous perdez 1000 données, donc c'est cette sanction fois 1000, ok, donc c'est par traitement. Donc si vous perdez une base de données qui comporte des millions d'utilisateurs, ben, ça va grimper très très haut. Abdel. Aussi, il y a des sanctions administratives et des sanctions pénales. Alors évidemment, on n'y arrive pas tout de suite, il y a des rappels à l'ordre, etc. Ouais. C'est un long process, Oui. mais in fine, ça peut aller au pénal et ça Oui. peut aller au financier. Surtout quand les entreprises ne sont pas conformes. Ben, on va en C'est-à-dire parler la mise justement en dans quelques conformité. Donc c'est ça. Donc les sanctions administratives peuvent aller par exemple à la cessation de ce traitement-là, de la suppression de ces données. Imaginons que Oui. vous avez des clients, une base de données de clients, et la sanction vous demande de supprimer ces données parce que vous n'avez pas de base légale de ce traitement-là. Donc vous allez perdre tout. La base Toute clientèle, la base, tout est à refaire. En fait. exactement, exactement. Et s'il y a des dépassements de conformité éthique, donc ça peut aller jusqu'au pénal. Très bien. Alors, on va revenir à la fameuse autorité. Alors, cette autorité, en fait, a trois missions. La première, c'est contrôler le respect des règles de protection de données. La deuxième, c'est de sanctionner, on vient d'en parler, les entités en infraction. Et enfin, sensibiliser le public et les entreprises aux bonnes pratiques. Alors, on va s'intéresser à cette fameuse mise en conformité. On s'y prend comment? C'est un audit, Hajar? Oui, alors c'est un audit, mais c'est essentiellement une cartographie des traitements qui concernent la donnée personnelle. Donc chaque entreprise, depuis la promulgation de la loi, s'est vue obligée de définir quels sont les traitements qui concernent la donnée personnelle et de les cartographier, de préciser le workflow, où va cette donnée, pourquoi on garde cette donnée et pourquoi c'est un audit. Parce que parfois, on est souvent amené à oublier. On récolte des informations qu'on supprime jamais alors que la finalité n'y est plus. Si tu as commencé par l'exemple du CV, on le maintient. Un CV, on n'a pas forcément besoin de le garder plus d'une année. Et d'ailleurs, même si vous avez essayé de postuler sur des sites à l'international, au bout d'une année, on vous envoie un mail parce qu'ils sont compliant à la loi RGPD en Europe, par exemple, ou autre, si c'est à notre territoire, ils sont dans l'obligation de vous informer de la suppression de vos données. Et donc, vous, quand vous recevez ce mail, soit vous êtes toujours intéressé et vous réitérez en quelque sorte votre consentement, et auquel cas, ils ont toujours le droit de garder vos données, ou alors, ils sont conformes et ils ont supprimé la donnée, donc elle n'y est plus. Donc, en procédant à ces audits, vous allez déjà balayer tous les traitements qui concernent la donnée et supprimer ce dont vous n'avez plus besoin, et aussi vérifier comment vous stockez ces données et comment vous les protégez, surtout. Alors, cet audit se fait en interne, se fait en externe. Qui s'en charge, en fait? En fait, l'audit se fait en interne si on est compétent, et normalement, on a la possibilité de le faire, et la NPDP se rend plus ou moins disponible. Bon, je dis plus ou moins parce qu'en ce moment, il y a un peu de rush. Ah, mais sur, clairement, puisque tout le monde doit se mettre en conformité avec la les gens loi. ne sont peut-être pas contents, mais au début, ils étaient très disponibles. On pouvait appeler le service technique. Effectivement, on les a reçus d'ailleurs dans mon émission du jeudi. Et maintenant, ils sont un peu moins disponibles, mais il y a il y a aussi des opérateurs qui peuvent faire ça pour le compte de l'entreprise. Il y a plusieurs cabinets qui peuvent le faire. Riles. Très bien. Je continue directement sur ce qu'a dit Hajar. Effectivement, donc il y a plusieurs cabinets et nous principalement à travers quelques accompagnements Leadercom, on a vu pas mal de clients, on va dire. Moi principalement. Donc du public, du privé, de la PME, de la PMI, différents du métiers. mastodonte, voilà. Exactement. Et c'est très intéressant de voir que en fait la donnée, le traitement de la donnée est différent d'une entreprise à une autre. Donc, c'est déjà principalement, il y a des traitements qui sont récurrents, qui reviennent toujours, mais il y a des traitements qui vont être différents d'une entreprise à une autre, d'un métier à un autre. Donc une clinique ou bien une agence de voyage, c'est pas le même traitement de la donnée. Elle utilise les mêmes données à caractère personnel, mais elle les utilise à des finalités différentes, on va dire.
Donc c'est pour ça il y a une phase. La première phase, c'est la phase de recensement. Donc il faut recenser les données. Et cela se fait à travers l'étude de l'organigramme de l'entreprise. Donc on va étudier un petit peu l'organigramme de l'entreprise, où on a les différentes directions, où la donnée elle circule, elle est acheminée vers quelle direction. En fait, c'est un triptyque. Quelle est l'origine de cette fameuse donnée? Exactement. À quelle fin est-elle utilisée? Et surtout, où est-elle Atterri. stockée et pour combien de temps? Exactement. Donc ça, c'est les informations qu'on va avoir pour la phase de recensement. Et puis, directement, comme a dit Hajar, la cartographie. On va essayer d'élaborer une cartographie de toutes ces données et élaborer les traitements. On a donc les traitements des données. Et puis, il y a des fois où on a des sous-traitements. Donc, on a une direction qui traite donc la même donnée, mais plusieurs objectif derrière. Donc, on va pas déclarer plusieurs traitements, mais un traitement avec des sous-traitements. Ouais. Et il t'est arrivé d'auditer une entreprise où c'était complètement la jungle? En fait, ma remarque, c'est que principalement, donc, ok, on se conforme donc, par rapport à ce process, etc. Mais il y en a qui m'a dit que j'interviens sur la partie technique. Donc, j'amène mon équipe, j'interviens sur la partie technique. La partie, donc, tout ce qui est cartographie, il y a une équipe donc, qui va s'en occuper. Elle est beaucoup plus compétente. Elle va me donner un certain scoop. Le scoop en question, il est donc, on me dit voilà, les données, elles sont dans ces serveurs, elles sont dans ces actifs, elles sont dans ces applications. Et moi, je ramène mon équipe technique. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de voir donc concrètement, est-ce que ce support technique, est-ce que ce support ce support donc numérique, il est sécurisé? Et là, les bonnes pratiques et les bonnes normes de sécurité. On va continuer à détailler justement. Abdou. Pour la mise en conformité, je recommande toujours à nos clients qu'il faut aller vers une approche gestion de projet. Donc, il y a un chef de projet qui a une visibilité totale sur les systèmes d'information. Gestion de projet agile. Exactement. Et puis, ce que je recommande, c'est la façon du business process re-engineering. C'est quoi le business process re-engineering? On faisait ça comme ça, mais maintenant avec la loi, la minimisation des données, etc., il faut refaire le processus. C'est presque un traitement industriel, j'allais dire. C'est ça, oui. Je vois le processus en manière générale, par exemple le processus recrutement, le processus client, gestion des relations clients, et il faut revérifier tout ça. Donc, ok, on récolte les informations comme ça, mais c'est pas conforme à la loi 1807. Donc voilà les dispositions de la loi. Est-ce qu'on est conforme? On se retrouve des fois à faire un re-engineering du processus complètement et ça facilite. Ce que je recommande et ce que je dis, ce que les gens qui ont parti vers cette approche, le temps, la minimisation des ressources aussi, donc c'est ça aille vite, ça allège, ça coûte pas super cher. Exactement. Donc c'est notre approche à nous pour aider les entreprises à se conformer rapidement. C'est du Lean GRC. Et ça aussi, ça prouve. Donc, il y a des preuves que c'est très facile à gérer les données personnelles. Donc... Très bien. La deuxième étape, qui est très importante, on en parlait en off, c'est de désigner un responsable de la protection des données, le DPO. Qu'est-ce que ça coûte, le DPO, Hajar? Alors, le DPO, comme tu viens de dire, Reda, c'est le responsable des traitements. Alors, c'est désigné par le responsable de l'entreprise. Ce n'est pas forcément l'informatique, ce n'est pas forcément le service légal. D'accord, c'est quelqu'un qui doit avoir l'autorité du regard global, comme vient de préciser Abdo. Il n'est pas cloisonné. Tout à fait. Il doit avoir le droit de regarder tout ce dont il a besoin. C'est-à-dire, il ne va pas regarder ce qui est confidentiel, mais il doit pouvoir regarder comment est gérée la tuyauterie en quelque sorte. Donc, si on a telle ou telle application, comment elle fonctionne, qui a accès à tel profil, pourquoi il a accès, au bout de combien de temps, etc. etc. Donc ça, c'est... Il a une marge de manœuvre très très large. Et il dépend directement du responsable de l'entreprise. Pourquoi? Tout simplement parce que quand il y a des sanctions, c'est la partie la moins glamour, on va dire, mais quand il y a des sanctions, ce n'est pas le DPO. On va dire que c'est pas le travail le plus populaire de l'entreprise. Voilà, mais c'est la responsabilité du responsable de l'entreprise. C'est le chef d'entreprise qui est responsable légalement par rapport à la conformité. Donc c'est lui qui désigne quelqu'un et c'est lui qui contrôle un peu ce que fait ce DPO. Donc le DPO doit rendre des comptes à son chef d'entreprise.
Très bien, Rilas. Exactement. Par rapport au DPO aussi, c'est lui qui va être un petit peu l'interface entre l'entreprise et la MPDP. Donc, parce qu'auquel cas, il y a, donc, les traitements ils sont amenés à être évolués. On parlait de traitement tout à l'heure. Un traitement, quand il est updaté ou bien mis à jour, et doit être à jour aussi au niveau de la MPDP. Et la MPDP elle a mis en place donc pour nous une plateforme où on peut donc déclarer les traitements dont on parlait et tout. Ben, c'est sa responsabilité aussi de mettre à jour, de suivre un petit peu l'évolution de même l'interface. Exactement, une sorte d'interface. Donc même s'il y a, on va dire, une conformité qui a été donc donnée à l'entreprise, etc., faut rester toujours à jour et faut voir en fait les nouveautés que la MPDP. Faut voir aussi l'effort qu'il y a derrière parce qu'en fait il y a des mises à jour continuelles de la MPDP. Donc il faut suivre ça et le DPO il va assurer un petit peu l'interface entre l'entreprise et Abdou, tu voulais rajouter quelque chose? Je rajoute juste et j'essaie de préciser quel est le responsable de traitement, le rôle du responsable de traitement et le délégué de la protection des données, le DPD ou bien le DPO, Data Protection Officer. Donc en Algérie, sur la loi 1807 et aussi sur le site de la MPDP, il y a une confusion, je retrouve qu'il y a une confusion entre le responsable de traitement et le DPO. Si on dit un DPO, ou le Data Protection Officer, il y a l'aspect de non-conflit d'intérêt. Donc le responsable de traitement sur la loi 1807, c'est le responsable de l'entreprise. En fait, voilà. Exactement, c'est le responsable de l'entreprise. C'est le responsable de traitement égale responsable de l'entreprise. Après, il y a le point focal. Le point focal, il n'a pas comment dire, de compte à rendre, il n'est pas placé sur la hiérarchie directe de... Exactement, juste le fait qu'il peut se déplacer et il est le point focal vis-à-vis de l'ANPDP. Exactement. Est-ce que ça existe en Algérie? C'est ça. Donc le DPO, je pense qu'on a besoin de faire des formations plus avancées pour le maintien de la conformité, comment faire cet audit, ce fameux ROPA ou le registre de traitement. Parce que très souvent, en recevant énormément de DSI dans l'émission, c'est généralement le DSI qui se retrouve aussi à faire ça quelque part. Oui, mais il y a un conflit d'intérêt. Tout à fait. Il y a un conflit d'intérêt. Donc le DPO, normalement, il rend compte à la MPDP et au responsable de traitement. Donc c'est ça, au monde entier, le rôle du DPO. Très bien. On attaque la troisième phase, ça c'est votre cœur de métier, à savoir mettre en place des mesures techniques et organisationnelles, Abdou. Là, je pense que la première des choses, c'est l'engagement du responsable de traitement ou bien de la direction générale. Il faut qu'il joue le jeu, il faut que la hiérarchie... Il faut que le top voilà. Ça lui touche, on n'oublie pas, c'est lui le premier responsable. Donc la direction générale est soumise à se mettre en conformité. Oui, mais c'est pas évident parce qu'il y a aussi un mindset à changer. Exactement. Il y a beaucoup de directeurs qui ne réalisent pas forcément l'importance de tout ça. Oh, petit piratage, voilà. Donc l'impact, oui. Donc le responsable de traitement, il doit faire l'engagement de la direction générale, c'est les mesures organisationnelles, de mettre en place les politiques, les procédures et de financer tout ce qu'il y a comme changement bien de business process re-engineering. Et après, il y a les mesures techniques, il y a les antivirus, les pare-feux, les j'allais détailler ça. Alors, il faut s'assurer que ces systèmes et ces process protègent effectivement les fameuses données. Il faut utiliser, vous le savez mieux que moi, des protocoles, donc de cryptage, de sécurité robuste. Il faut limiter l'accès des données aux seules personnes en fait autorisées. Enfin, et non des moindres, il faut effectuer régulièrement des sauvegardes sécurisées des données critiques. Alors, c'est quoi une sauvegarde sécurisée et c'est quoi une donnée critique, Hajar? Alors, la donnée critique, c'est une donnée, on va dire, sensible et c'est généralement tout ce qui est financier, ça pas dépend, forcément. Ça dépend. Oui, ce qui est financier est sensible. Ce qui est données personnelles aussi est sensible. Donc, c'est les responsables de traitement qui peuvent définir ce qui est sensible pour eux ou non. C'est-à-dire que c'est la donnée sans laquelle on ne peut pas continuer notre activité. Okay. En général, voilà. Après, c'est à chaque responsable de définir ce qu'est sa donnée sensible. Ensuite, comment la protéger? Il faut bien sûr mettre le budget, comme a précisé Abdo, et c'est aussi à ça que servent les audits. Et généralement, pour éviter tout conflit d'intérêts, il vaut mieux soit avoir une direction dédiée ou alors sous-traiter à un externe. Donc, quand on sous-traite à un externe, on se protège
du mieux qu'on peut. Et il vaut mieux avoir des missions récurrentes. C'est-à-dire que aujourd'hui, je fais mon audit, on va dire au mois de décembre. Je vais recommencer chaque mois de décembre. Et à ce moment-là... c'est un processus continu. C'est un processus. On ne fait pas son audit une fois et on passe à autre chose. Et le processus continue par rapport à la cybersécurité, c'est parmi les premiers réflexes pour être protégé. Parce que si on ne le fait pas de façon récurrente, je paye le meilleur des antivirus. Si je ne paye pas mon abonnement, je vais me retrouver exposé. Ça me rappelle quelque chose qui restera secret autour de cette table. Alors, il nous reste 2 étapes. Il faut obtenir évidemment le consentement des utilisateurs et élaborer cette fameuse politique de confidentialité qui va essayer d'ordonner, de réglementer, d'expliquer, de vulgariser aux utilisateurs et aux salariés ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut plus faire. Abdou. Oui, pour la politique de confidentialité, la politique s'applique pas juste pour les employés, ou bien ça s'applique aussi sur les sous-traitants, c'est élargi à tous les maillons du... Bien sûr. D'accord. Pour ceux qui ont accès à ces données-là, c'est ça. Donc le scope, le périmètre de la politique doit couvrir toutes les personnes ou bien les entités qui ont accès à cette information à caractère personnel. Et là, on va faire qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Donc, les meilleures pratiques de confidentialité ou bien la politique de confidentialité, c'est toujours de penser quelle est la finalité de ce traitement. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ces informations-là pour effectuer ou bien pour réaliser cette tâche? Donc, si j'ai besoin, est-ce que j'ai vraiment besoin de 2 photos ou bien de 3 photos pour le dossier administratif? Donc, la politique va nous guider, va guider les employés vers une débureaucratisation. Exactement, la dématérialisation et débureaucratisation. Donc, c'est ça la politique de confidentialité en général. Très bien. Alors, question un peu provocatrice, c'est cher faire un audit? Non. Oui, tout ça. Rilas n'est pas très convaincu. Oui, mais non. Oui, mais non. Hadjara a été la plus diplomate. Alors que chacun m'explique son point de vue. Abdo d'abord. Pourquoi est-ce que tu estimes que c'est pas cher? Parce qu'il y a un retour immédiat d'investissement, parce que... Donc la première étape, c'est on peut faire, par exemple, si on s'engage à se mettre en conformité, qu'est-ce qu'on peut faire? Un self-assessment. Donc ça ne va pas coûter cher. Et ça va aider et minimiser, c'est ça le Lean GRC que j'ai parlé avant. Donc ça va minimiser les efforts des auditeurs qui vont assister. C'est-à-dire faire le gros soi-même. Exactement, le avant que... D'accord. On va faire ça en interne, puis on va donner les informations au cabinet de conseil d'audit, et comme ça va être plus simple. On voit qu'est-ce qu'il y a, la policy maturité, les politiques qui sont mises en place, et le practice maturité, est-ce qu'on effectue vraiment ces pratiques-là? Rilas, pourquoi c'est cher? C'est cher parce que, bon, j'ai pas dit c'est cher, mais... Ah si. On a tous entendu. Tu m'as derrière la vitre, les archives, et c'est streamé en plus, donc voilà. Très bien. Donc, bon, c'est... Principalement, en fait, on rencontre quelques cabinets, on va dire quelques entreprises qui sont de grande envergure. Donc, c'est des entreprises qui traitent des millions de données par jour. Et ça, eux ont les moyens, à la limite, c'est pas eux qui s'adresse ma question, mais pour la petite PME qui est obligée de se mettre en conformité avec la loi, c'est quand même une dépense conséquente. Oui, voilà. Exactement. Ça pourrait sembler aussi dans ce contexte-là, ça pourrait sembler, on va dire, pesant pour l'entreprise, mais il faut voir aussi derrière les risques. Donc, il faut calculer le risque en question. Voilà, il faut faire une appréciation du risque pour voir est-ce que réellement ça pourrait pas coûter encore plus cher on va dire une violation de données. Voilà. Donc, il faut prendre en considération ça, et même si c'est cher, il faut le faire. Alors, pourquoi c'est important? Parce que ça renforce aussi la confiance avec le client. Exactement. Ça permet de prévenir les risques juridiques. C'est préventif. Voilà. Ça permet aussi une meilleure gestion de sa donnée, un meilleur accès, donc gain de temps, gain d'énergie, gain de personnel. Et enfin, surtout, ça permet d'anticiper sur les fameuses, et ça c'est un problème que connaît notre pays, les évolutions réglementaires. On a des lois qui changent souvent et qui sont aussi souvent mal perçues, mal comprises. Et ça demande sacrément d'un temps d'adaptation. Exactement. Très bien. Il nous reste à peu près 6-7 minutes d'émission. On s'intéresse aux bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire dans son entreprise? Et surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire à l'échelle individuelle?
Reda Benassel qui termine son émission, qui va rejoindre la rédaction d'information de Radio AH1-3. Qu'est-ce que je ne dois pas faire en fait? En fait, je vais parler d'entreprise, je vais parler à titre personnel, on va dire des citoyens. En fait, Hadjar avait mentionné un point très intéressant tout à l'heure par rapport à une procédure continue. La cybersécurité et la sécurité, ce n'est pas un produit fini. C'est-à-dire on n'achète pas par une prestation, main, voilà. Exactement. C'est quelque chose qui se construit et qui se développe de jour en jour. Donc il y a 3 piliers, il y a 3 points qu'il faut pour une entreprise qu'il faut prendre en considération. Ça, là, je m'adresse à une entreprise. D'accord. Donc le premier point, c'est un point technologique. C'est-à-dire il faut se doter des technologies adéquates, d'accord, à jour, dernières technologies, etc. Il y a un deuxième point, c'est... Alors technologie, c'est pas l'antivirus non, gratuit que oui, vous exactement, trouvez sur... exactement, des moyens technologiques adéquats. Donc voilà. À la hauteur du défi. Exactement, à la hauteur du défi et à la hauteur du métier de l'entreprise aussi. Donc voilà. Le deuxième point, c'est les procédures et l'organisation nécessaire pour l'entreprise. C'est-à-dire la procédure et l'organisation doivent avoir, on va dire, une composante sécurité, comme les procédures, les amkainin. Il y a le troisième point, qui est le point personnel. Donc on a beau avoir une organisation et on va dire des technologies, mais si on n'a pas les personnes adéquates, on ne peut pas faire le travail. Donc il faut une organisation, un personnel bien averti, bien informé, et à côté les moyens technologiques nécessaires. C'est 3 grands piliers qu'il faut toujours évoluer. Abdou. C'est ça, c'est le PPT Framework ou bien People, Process and Technology. Vous adorez les acronymes, hein, les Ah oui, c'est un framework, c'est pour ça qu'on a, bien sûr. On n'a pas le temps, de la loi le monde entier. Je rajoute une petite information. La loi 1807, c'est une loi. Donc, on a besoin de référentiels. Effectivement. Et là, il y a le RNSI, le référentiel national de sécurité de l'information 2020, qui est, je peux dire qu'il est à jour et qui peut faire l'affaire. Exactement, il est assez complet selon les normes et les standards internationaux. Donc, si je veux me conformer à la loi 1807, je peux faire en tant que référentiel le RNSI et bien sûr l'ISO 27701 ou bien le GDPR pour la mise en conformité. Pour les personnes, bien sûr. Non, et on va switcher vers Hadjara. Pour les personnes, je dis qu'il faut sensibiliser les personnes. Il faut faire vulgariser, comme a fait aujourd'hui la chaîne 3, et aussi vulgarisons les entreprises, la sensibilisation, situational awareness, toujours protéger les données, protéger les personnes. Parce que là, la donnée, ça touche directement à la personne concernée, donc la constitution. Donc il faut avoir à l'esprit que je traite une donnée qui peut nuire. Prendre la chose avec sérieux. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas juste une donnée qui a leaké, c'est pas grave, c'est extrêmement grave et ça peut être évidemment préjudiciable. Hein. S'il y a des données de santé qui leakent par exemple, si on me refuse un crédit à cause de ça ou une assurance, ça peut complètement chambouler un chemin de vie, etc. Donc prenons-le avec la mesure que cela requiert. C'est ça, tout à fait. Et en fait, c'est pas trop cher parce que si on met en place l'infrastructure nécessaire et les compétences nécessaires, on y gagne. Déjà, c'est pas quelque chose qu'on va payer tout le temps. Les audits, ça va pas coûter aussi cher qu'une infrastructure robuste, donc ça va juste la mettre à niveau. Et comme a précisé Abdo, il faut aussi former les gens, il faut les sensibiliser continuellement. Ce n'est jamais trop de formation, même si ça peut-être embêter les gens, mais à chaque fois... Peut-être embêter les gens, c'est-à-dire? C'est-à-dire que les gens sont souvent réticents à la formation, surtout quand il s'agit de les limiter, de leur réduire les accès, de dire « Ok, ça, tu n'en as plus besoin ». Ils vont dire « Moi, par exemple, dans mon entreprise, on bloque les clés USB, donc on ne sort plus la donnée via clé USB. » C'est un minimum, je pense, quand on traite voilà. la data sensible. Et pourtant, les gens n'aiment vraiment pas ça. Et souvent, à tort, hein, ils sont amenés à utiliser d'autres ordinateurs pour justement contourner cette mesure. Alors, avec un peu plus de... C'est pour pouvoir travailler à la maison, à distance ou... En fait, nous, on fait ça pour la protection des données. Et donc, si je bloque la donnée sur mon PC, elle est protégée, on a mis l'infra nécessaire, etc. Maintenant, si la personne consulte sa messagerie depuis un autre ordinateur, on ne peut pas garantir la même sécurité. Et donc, la personne, moi, je ne peux pas la surveiller 24 heures sur 24, mais je peux la sensibiliser. Et un autre point qui me tenait un peu à cœur, c'est par rapport à la MPDP.
Donc on déclare, on a une grande vague de déclarations, mais ce n'est pas la finalité des choses. La conformité, ce n'est pas la déclaration. Et si on a déclaré un traitement, on est dans l'obligation de déclarer toute évolution. Si on a déclaré une application, si on fait un upgrade ou on change de solution, même si c'est la même chose et qu'on a déjà déclaré, on a l'obligation légale de déclarer l'upgrade. Donc ça, les gens, ils doivent être conscients et ça ne les dispense pas de la déclarer. C'est-à-dire si on a obtenu la première conformité, ce n'est pas à stocker dans un placard et continuer sa vie comme avant. Ce n'est que le début. Voilà, ce n'est que le début, tout à fait. C'est pas une formalité dont il faut se débarrasser. C'est ça. Rilas, le mot de la fin. Déjà, je te remercie, Reda. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est en fait un certain équilibre qu'il faut toujours garder à l'esprit entre la sécurité et la performance. Donc, des fois, on peut aller sur des mesures de sécurité jusqu'à bloquer quand même le métier. Ça peut être très lourd. Exactement, parfois, ça pourrait être très lourd parfois. Mais faut jamais oublier en fait l'appréciation des risques qu'il faudrait faire quant à ces mesures de sécurité qui doivent être appliquées. Et ce que la MPDP est en train de faire actuellement, qui m'appelle l'équipe, c'est que le début. Parce qu'en fait, il y a des audits techniques, organisationnels, qui doivent suivre et qui doivent rester, s'inscrire dans une thématique d'amélioration continue. Voilà. Donc je te remercie, Reda. Avec grand plaisir, Rilas, tu restes avec nous toute cette Ouais. semaine, hein, puisqu'on va aborder différents chapitres. Demain, par exemple, on va s'intéresser à la sécurité sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Hadjer. Merci beaucoup, Abdou. Merci beaucoup, Rilas. Quant à toi qui m'écoutais, que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à demain.